Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui a littéralement envahi notre toit, les trottinettes électriques. C'est pratique, c'est une belle promesse de mobilité plus verte, mais dès qu'on veut en acheter une, on se rend compte que le marché est une jungle. Absolue. Ah oui, c'est une jungle, et une jungle très dense. Et pour s'y retrouver, on a une collection de sources assez fascinante aujourd'hui. On a des avis d'utilisateurs très tranchés sur des forums Reddit, des comparatifs techniques, une vidéo YouTube qui va vraiment dans le détail, et puis, Et puis le côté un peu moins fun. voilà, des documents beaucoup plus sobres et même inquiétants, des articles de presse, des avertissements très directs de la part des pompiers. Notre objectif, du coup, c'est de démêler tout ça. Il s'agit pas de trouver la meilleure trottinette, ça n'a pas de sens. C'est plutôt de comprendre les compromis qui se cachent derrière chaque étiquette. Exactement. On va voir que l'achat, ça engage bien plus que le portefeuille. Ça touche à la performance, bien sûr, mais aussi à l'entretien, à notre patience et surtout à des questions de sécurité qui sont franchement critiques. Pour planter le décor, il faut vraiment voir ce marché comme une pyramide. Un guide d'achat qu'on a consulté le montre très bien. Tout en bas, on a des engins à moins de 300 euros et tout en haut, des machines qui dépassent les 2000. Ah oui, le grand écart. Et c'est pas juste une question de vitesse, c'est une philosophie d'achat qui est complètement différente à chaque étage. Une philosophie qui se résume parfaitement par une phrase que j'ai lue sur un forum Reddit. Un utilisateur, pour expliquer le marché à un débutant, a écrit un truc d'une simplicité redoutable. Il dit fiable, puissant, pas cher, vous en choisissez deux. C'est exactement ça. On peut jamais avoir les trois en même temps. C'est le triangle d'or ou le triangle des Bermudes de l'acheteur en quelque sorte, non? C'est l'équation fondamentale de ce marché. Chaque produit est un arbitrage entre ces trois pôles. Si on regarde l'entrée de gamme, disons sous les 600 euros, on trouve des modèles comme la Segway Ninebot E2A. Ça, c'est le choix de la raison. C'est pas cher et la réputation de la marque garantit une certaine fiabilité. Voilà. Mais on sacrifie quoi? La puissance, évidemment. On parle d'une vitesse de pointe de 20 km/h. Ce qui est très peu. C'est parfait pour aller chercher le pain ou faire un petit trajet jusqu'au métro, mais faut pas espérer grimper une côte un peu raide avec ça. Mhm. Là, on a choisi fiable et pas cher. Exactement. Et si on veut ajouter le critère puissant dans l'équation, on doit changer d'étage. C'est là qu'on arrive dans le milieu de gamme, entre 600 et 1500 euros. Et ça, c'est le cœur du sujet de la vidéo YouTube qu'on a regardée. Elle analyse des marques comme Laoti, Kukirin ou Duotz. Et là, les fiches techniques, c'est de la folie. On lit des chiffres qui semblent irréels pour le prix. Des moteurs de 5000, 6000 watts, des vitesses annoncées à 80, voire 90 km/h. On est sur des performances de scooter, là. Carrément. Le YouTuber met en avant un modèle, la Laoti SR10, comme un excellent compromis. On a la puissance, on a un prix encore accessible, mais du coup, c'est la fiabilité qui devient le gros point d'interrogation. Et pour avoir fiable et puissant, il faut abandonner le pas cher. On arrive au sommet de la pyramide. Des marques comme Dultron ou Tevrun, là, les prix s'envolent, au-delà de 1500-2000 euros. Et là, on paye pour quoi exactement? On paye pour une qualité de fabrication, des finitions, un certain prestige aussi. Un utilisateur parlait d'un feeling particulier sur sa Dultron, un sentiment de robustesse, de contrôle qu'il ne retrouvait pas ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment ces marques de milieu de gamme arrivent à proposer autant de puissance pour si peu cher finalement. C'est quoi l'astuce? L'astuce, c'est un modèle industriel bien connu, celui des OEM pour Original Equipment Manufacturer. C'est un point qui revient tout le temps dans les discussions. Des marques comme Isinwheel, Kugo, qui est devenu Kukurin, ou Joyer, Oui, sont souvent ce que les utilisateurs appellent des scooters chinois génériques. donc en gros, c'est le même squelette avec des logos différents. C'est une très bonne image. Le squelette, le moteur, la batterie, les contrôleurs, tout ça peut être quasi identique d'une marque à l'autre. C'est produit en masse dans quelques usines, puis assemblé et rebadgé. D'accord. La différence, elle va se jouer sur la qualité de l'assemblage final, le soin apporté au câblage, le contrôle qualité, et surtout, sur ce qui n'existe souvent pas, un vrai service après-vente. Du coup, la compétition se fait sur le papier, sur les chiffres bruts, les watts, les ampères-heure, la vitesse max. C'est une promesse de performance brute. Et j'imagine que cette promesse, ça a des conséquences directes sur l'expérience au quotidien, non? On n'achète pas juste une trottinette, on achète une sorte de relation avec sa machine. C'est exactement ça. Et les sources qu'on a lues opposent très clairement deux philosophies. Le clé en main contre ce qu'on pourrait appeler le prêt à bricoler.
La discussion qui compare Kukirin et Segway sur Reddit est l'exemple parfait de ça. D'un côté, Segway, c'est la tranquillité d'esprit. L'utilisateur le dit très bien. C'est pour le consommateur moyen. On achète un produit bien fini, une application mobile qui fonctionne, un service client qui existe. L'idée, c'est que ça roule sans qu'on ait besoin d'ouvrir la boîte à outils. Mais cette tranquillité a un coût. À budget égal, on aura toujours moins de performance qu'avec une marque plus exotique. Et c'est là qu'on entre dans la philosophie Kukira. L'auteur du post utilise une expression que j'ai trouvée géniale. Il dit que c'est pour les Frankenstein des trottinettes. On a beaucoup plus de puissance pour son argent, mais il faut être prêt et même un peu enthousiaste à l'idée de mettre les mains dans le cambouis. Et c'est pas juste une image. Ah non, c'est très concret. Dans les forums, les exemples de pannes et de défauts de conception, ça ne manque pas. Un utilisateur de la Kukirin G2 raconte comment son frein arrière a complètement lâché, en pleine course. Ah oui, quand même. En démontant, il s'est rendu compte que c'était un défaut de conception de l'étrier. Des petits roulements à billes qui actionnent le piston n'étaient pas bien logés et pouvaient sauter, et hop, plus de frein. Ce qui demande de vraies compétences en mécanique pour le diagnostiquer et le réparer. Absolument. On a aussi le témoignage d'un propriétaire de Joyor. Il décrit une routine d'entretien quasi permanente. Vérifier le serrage des vis avant chaque sortie, le garde-boue arrière qui teste tout le temps. C'est une machine qui demande une attention constante. Le youtubeur spécialisé qu'on a écouté est très franc là-dessus. Pour ces marques axées sur la performance brute, il conseille carrément de faire une inspection complète dès la sortie du carton. Il va jusqu'à recommander d'ouvrir le deck. La plateforme où on pose les pieds. Exactement, pour vérifier que les contrôleurs électroniques sont bien vissés au châssis. Apparemment, il arrive qu'ils soient juste posés à l'intérieur et qu'ils se baladent. Sans blague. Ce qui peut causer des vibrations, des bruits et, à terme, des pannes. Et là, j'ai l'impression qu'une autre aventure commence. Une aventure qui peut virer au cauchemar. C'est souvent le talon d'Achille de ces marques. L'expérience rapportée par un utilisateur avec la marque Easinwheel, c'est un cas d'école. Il essaye de retourner un produit défectueux et il décrit un vrai parcours du combattant. C'est-à-dire ? Le service client lui demande en boucle d'envoyer de nouvelles vidéos du problème en ignorant systématiquement ses demandes pour une simple étiquette de retour. C'est de l'usure en fait. Le but est que le client abandonne. C'est l'analyse qu'il en fait. Il a l'impression que le service client, qui semble externalisé, est conçu non pas pour aider, mais pour frustrer le client jusqu'à l'épuisement. Et le summum de l'absurdité. Vas-y. Donc c'est quand on lui propose finalement de renvoyer la trottinette en Chine. À ses frais. Pour un coût estimé entre 2000 et 3000 $. Attends, par an. Pour une trottinette qui a dû coûter 700 ou 800 euros, c'est complètement dingue. Personne ne ferait ça. Bien sûr que non. C'est juste une façon de clore le dossier. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il découvre plus tard, par hasard, que la marque possède un entrepôt de retour au Texas, tout près de chez lui. On lui a sciemment caché l'info. C'est ce qu'il pense, oui. Donc, on peut avoir une machine super puissante, pour pas trop cher, mais il faut accepter de jouer au mécano et potentiellement se battre avec un service client fantôme. C'est un compromis. Mais jusqu'où va ce compromis ? Parce qu'en lisant certaines sources, on a l'impression que le risque va bien au-delà d'une vis desserrée. Beaucoup plus loin. On parle d'un risque qui peut mettre des vies en danger, le risque d'incendie. Et là, on change complètement de sujet. Ce n'est pas un risque théorique. Une des sources les plus marquantes, c'est une discussion sur Reddit autour d'un incident dans le métro de Madrid. Un utilisateur a posté des photos d'un wagon. L'intérieur est carbonisé. Tout est noir, fondu. C'est impressionnant. La cause de cette dévastation, c'est le feu d'une seule batterie de trottinette électrique. L'image est saisissante. Elle montre la violence et la rapidité du phénomène. C'est une illustration tragique de ce que les pompiers appellent l'emballement thermique, un phénomène qu'ils connaissent malheureusement de mieux en mieux. À tel point que, comme le rapporte un article de TV78, les pompiers des Yvelines ont décidé de floquer un message d'alerte directement sur leur nouveau camion. C'est écrit en toutes lettres « Ne la rechargez jamais à proximité de la seule porte de sortie de votre logement ». Quand les services d'urgence en arrivent là, c'est que la situation est vraiment préoccupante. Qu'est-ce que c'est exactement cet emballement thermique ? Derrière ce terme un peu technique, il y a une réalité effrayante. Imagine une allumette qui en enflamme une autre, puis deux, puis quatre, mais en une fraction de seconde, à l'intérieur d'une boîte en métal. C'est une réaction en chaîne chimique, exponentielle et incontrôlable, au sein d'une cellule de la batterie. La température grimpe à des centaines de degrés en quelques secondes. Et ça provoque quoi ? Une combustion des matériaux, un dégagement de gaz extrêmement toxique et souvent une explosion qui projette des débris enflammés partout. Qu'est-ce qui peut déclencher un truc pareil ?
Les sources identifient plusieurs causes. On peut les regrouper en 3 grandes familles. D'abord, les chocs physiques. Le dessous d'une trottinette, c'est très exposé, un trottoir mal négocié, un gros nid de poule, et la batterie peut prendre un coup. Ça peut endommager une cellule et amorcer un court-circuit qui se déclenchera des heures, voire des jours plus tard. D'accord. Ensuite, j'imagine tout ce qui est lié à la charge. Oui, c'est le facteur critique. Utiliser un chargeur qui n'est pas celui d'origine, c'est une cause majeure, tout comme brancher la trottinette sur une multiprise de mauvaise qualité déjà surchargée. Et bien sûr, la laisser en charge toute la nuit sans surveillance. Et la troisième cause, c'est la qualité de la batterie elle-même, j'imagine. Toutes ne se valent pas. Loin de là, les batteries bas de gamme qu'on peut trouver sur des sites en ligne pour pas cher, c'est une bombe à retardement. Les modèles de qualité intègrent un BMS, un Battery Management System. C'est le cerveau de la batterie. D'accord. Ce circuit électronique surveille en temps réel la tension, la température de chaque cellule. S'il détecte une anomalie, il coupe tout. Sur les modèles les moins chers, ce BMS est soit rudimentaire, soit de mauvaise qualité, soit il n'y en a pas. Et il y a un détail dans l'article de TV78 que j'ai trouvé particulièrement flippant parce que ça va à l'encontre d'une idée reçue. Le fait que la moitié des incendies se déclenchent alors que la batterie n'est pas en charge. Exactement. On pense souvent que le danger, c'est quand l'appareil est branché au mur. Mais les pompiers sont formels. Un défaut interne ou un dommage antérieur peut provoquer un emballement thermique à n'importe quel moment, quand la trottinette est juste garée dans le salon. Le danger est latent. Face à ce risque, qui est bien réel, les sources listent une série de bonnes pratiques. Ce n'est pas une garantie absolue, mais ça réduit considérablement le danger. La première, c'est de toujours laisser la trottinette refroidir après utilisation avant de la brancher. Une batterie chaude est plus instable. La deuxième, ça semble évident, mais c'est crucial. Utilisez uniquement le chargeur d'origine. Il est calibré spécifiquement pour cette batterie. Troisièmement, le lieu de charge. Jamais dans une entrée qui bloque une sortie, jamais près de rideaux, d'un canapé, de carton. Idéalement dans un endroit dégagé, sur un sol non combustible et près d'un détecteur de fumée. Et bien sûr, ne pas la laisser en charge toute la nuit. Dès que le voyant passe au vert, on débranche. Un dernier point, après un gros choc, même si tout semble normal, il faut considérer la batterie comme potentiellement endommagée et la faire vérifier par un pro. Un dommage interne, c'est invisible. D'ailleurs, il existe une norme européenne, la NFEN 17128. Mais le grand point d'interrogation, c'est de savoir combien de produits vendus en ligne la respectent vraiment. C'est toute la question. En définitive, quand on met tout ça bout à bout, on comprend que l'achat d'une trottinette électrique, c'est un arbitrage complexe. On navigue constamment entre la performance, la fiabilité et le niveau d'implication personnelle qu'on est prêt à fournir. Tout à fait, et ça nous amène à 3 questions essentielles que tout acheteur devrait se poser avant de sortir sa carte de crédit. La première, de quoi ai-je réellement besoin ? Est-ce que mon trajet quotidien justifie une machine de 80 km/h avec les risques que ça implique ? La deuxième question, c'est sur les compétences. Suis-je le type de personne qui aime bricoler, qui est prête à vérifier sa machine, ou est-ce que je préfère payer plus cher pour un produit zéro tracas avec un vrai SAV derrière ? Et la troisième, peut-être la plus importante, suis-je prêt à intégrer une routine de sécurité contraignante dans mon quotidien ? Charger ma trottinette au milieu du salon, la débrancher, la surveiller, suis-je assez discipliné pour gérer ce risque au jour le jour ? C'est un excellent cadre de réflexion. Et pour conclure, il y a une idée qui a émergé d'une de ces discussions sur la sécurité et qui ouvre une perspective plus large. Oui. En réaction à l'incendie de Madrid, un utilisateur mentionne une autre technologie de batterie, les batteries LFP, pour lithium fer phosphate. Leur principale caractéristique, c'est d'être chimiquement beaucoup plus stables. Elles sont quasiment insensibles à l'emballement thermique. Elles sont intrinsèquement plus sûres. Beaucoup plus sûres. La question évidente est pourquoi on n'en voit pas partout alors ? Si elles sont plus sûres. Pour une raison de marketing, principalement, elles ont une densité énergétique un peu plus faible. Ça veut dire que pour la même autonomie qu'une batterie lithium-ion classique, une batterie LFP sera un peu plus lourde et plus grosse. D'accord. Et comme le souligne l'utilisateur, les constructeurs savent que le consommateur est souvent attiré par le plus gros chiffre d'autonomie affiché sur la boîte. On privilégie la performance perçue au détriment d'une sécurité qui, elle, est invisible. Et c'est là-dessus qu'on va laisser nos auditeurs. C'est la question qui reste en suspens. À mesure que la conscience de ces risques augmentera, est-ce que les gens vont commencer à exiger des technologies plus sûres, quitte à accepter 10 km d'autonomie en moins ou 1 kilo en plus ? Et quel est notre rôle en tant qu'acheteur pour orienter le marché vers des choix qui ne font plus de compromis sur la sécurité de nos logements et de nos vies ?